Alors, merci à tout le monde pour participer à la série de webinaires. Et alors, aujourd'hui, David McDonald, et le sujet, c'est l'intérêt, la dette, l'inflation, qui gagne? On pense souvent à l'inflation comme étant mauvaise pour tout le monde, mais c'est faux. Il y a quelqu'un qui bénéficie, qui garde tous ces extra dollars-là qu'on paye. Alors, l'inflation, c'est un conflit entreprise contre entreprise, industrie contre industrie, travailleurs contre profit. Alors, c'est une bataille pour voir qui va avoir ces dollars de l'inflation. Alors, David va examiner qui gagne et qui perd. Alors, donc, il est un économiste avec le Centre canadien sur les politiques alternatives. Depuis 2006, il a coordonné un budget fédéral alternatif et il a déjà écrit sur différents sujets sur la garde d'enfants, l'égalité des revenus, politique fiscale. Alors, la parole à David. Alors, merci pour l'invitation de la part de l'UNEF pour vous parler aujourd'hui. Et merci pour avoir contribué à ce budget alternatif aussi, quelque chose que vous faites depuis quelques années. Alors, ça aide donc à mettre les fermes, les enjeux agricoles à l'avant-plan dans notre budget alternatif. Alors, je suis ici pour parler de l'inflation, qui perd et qui gagne. Alors, je veux aborder aujourd'hui les trois thèmes principaux. Le premier, c'est ceux qui gagnent et qui perdent de l'inflation. Alors, qui gagne? On pense qu'on perd, mais c'est pas vrai. Oui, nous autres, on perd, mais il y en a qui gagnent avec. Alors, je fais beaucoup de travail durant l'été et l'automne pour voir qui gagne et qui perd. Au milieu, on va aborder les taux pour l'intérêt. Les taux d'intérêt montent rapidement depuis 12 mois. Et je vais aborder pourquoi ils augmentent, qu'est-ce que ça fait en réalité et est-ce que les taux d'intérêt plus élevés ont une action positive? Et aussi parler de la dette agricole. Qui retient, qui tient cette dette-là? Qu'est-ce que ça a changé au fil du temps? Comment est-ce que c'est différent selon la province où vous êtes, selon les programmes provinciaux? Et quels sont les risques de ces taux d'intérêt plus élevés? Donc, l'analyse ici vient du rapport qu'on a publié cette année. C'est ça, en janvier. Ce type d'analyse-là, dans le rapport, ça va au-delà de l'index pour le consommateur. On parle de l'inflation. Alors, c'est une moyenne des prix de vente que les clients payent à la station-service, à l'épicerie, etc. Alors, on parle, qu'est-ce qui arrive plus loin dans la chaîne d'approvisionnement? Les gens ne sont pas contents que les prix montent à l'épicerie et peut-être qu'ils en bénéficient aussi, ces épiceries-là. Ils ont plus de profit. Mais qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Les fabricants, les aliments, les fermiers, l'industrie pétrolière qui fournissent le diesel pour les tracteurs, pour le remorquage, le camionnage. On ne voit pas ces aspects-là quand on parle de l'index. Alors, donc, le but était de regarder le secteur commercial et de voir comment ça se justifie. La plupart des économistes pensent que tout le monde souffre de l'inflation, que tout le monde est dans une situation pire parce que le dollar vaut 8% moins que l'an passé. C'est le cas dans certaines situations. Alors, si on avait une grosse dévaluation de la devise, mais ce n'est pas la situation depuis ce qu'on voit
ce qu'on voit depuis 2 ans. Il y a certains prix qui font monter l'inflation. Ce n'est pas universel et ça remonte la chaîne d'approvisionnement. Ça augmente les prix aux consommateurs. Mais ce n'est pas universel et ce n'est pas tout le monde qui a souffert. Il y en a qui sont bien positionnés dans l'économie. Il y en a qui font de gros profits grâce à l'inflation. Il y a des fois, il y en a qui vont blâmer les travailleurs. Oui, peut-être que ça peut influencer s'ils demandent des salaires plus élevés. Et ça, c'est une des façons que les prix peuvent monter, mais dans 23 des derniers 24 mois, depuis que l'inflation a grimpé, les travailleurs, en fait, ont vu des augmentations en bas du taux d'inflation. Ils perdent du terrain, donc, mois après mois. Donc, alors, ils gardent l'inflation plus à un plateau parce que les salaires n'augmentent pas plus vite que l'inflation. Et on pense que l'inflation, c'est comme une politique neutre. Les économistes disent que c'est quelque chose qui se produit dans l'économie, quelque chose que l'on subit tous. Mais ce n'est pas la bonne façon d'y parler, surtout le type d'inflation qu'on a vu durant la dernière année. C'est plutôt une mesure du conflit. On mesure un conflit entre les entreprises, le profit versus les salaires, entre les secteurs, au fur et à mesure que les prix montent, où est-ce que les profits s'en vont? Alors, ça est une grosse question que je voulais aborder et j'espère vous donner un peu de perspective là-dessus. Comment est-ce que le conflit a façonné ce qu'on voit en matière d'inflation et ceux qui gagnent et ceux qui perdent? Alors, la première chose à regarder, c'est assez général, c'est que dans l'ensemble de l'économie canadienne, qu'est-ce qui arrive du côté des profits? On parle souvent des travailleurs et comment ça les affecte, mais on ne regarde pas souvent le côté des profits. Quand on va à l'épicerie, vous achetez de la nourriture, vous, en tant que travailleur, au fermier, ce n'est pas vous qui fixez le prix, il y a une autre personne qui fixe le prix. Mais ce n'est pas vous. Alors, quand les prix montent, ben, ça fait du sens de dire qui impose ces prix-là, qui en profite. Donc, vous voyez, dans les pandémies en 2020, vous avez vu la chute des prix. On a vu 2021 et 2022. Alors, l'orange, c'est les profits qui ont frappé un record en 2022. Le 550 milliards de dollars. Et c'est un record. Ce n'est pas surprenant de voir ça à tous les 2 ans, disons, mais ce qui est plus important, c'est les marges qui étaient très élevées, les niveaux records. Alors, vous voyez, en 2022, vous voyez les corporations canadiennes, c'est à peu près 10 qui est du profit. Et donc, c'est des profits très élevés. Ce sont des niveaux records, si on monte jusqu'à, mettons, 2010, qui est élevé. Alors, on pense que l'inflation est mauvaise pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas pour le Canada corporatif, si vous voulez, les sociétés canadiennes, parce qu'ils peuvent augmenter les prix pour différentes raisons, mais leur coût n'augmente que peu ou pas du tout. Donc, ils peuvent bénéficier de cette grosse augmentation-là des profits. Donc, on met l'accent sur les travailleurs, mais les profits records, ce n'est pas les travailleurs qui en bénéficient. Ils sont blâmés pour cela. Ils blâment les travailleurs, mais en fait, les bénéficiaires de cette période d'inflation,
ce sont vraiment les sociétés, des grosses corporations. Donc, au niveau de la chaîne alimentaire, l'approvisionnement, je n'ai pas les données de tout ce qui se passe là, dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, mais vous voyez ici exclusivement, on regarde le secteur des corporations. Peut-être que ça ne capte pas les fermes familiales qui ne seraient pas dans ce portrait-ci, mais ça, c'est au niveau des sociétés, les grosses, plutôt les grandes compagnies agricoles, fabrication, transformation, faire des croustilles avec des patates et tout cela. Et vous voyez ici en bas, l'orange, ce sont les épiceries. Alors, l'index, pour le consommateur, on ne regarde pas la chaîne d'approvisionnement. Alors, je lui ai demandé tantôt de ne pas aller trop vite, mais il s'emballe un peu. On voit cela ici au niveau des épiceries. Vous voyez la marge des profits dans chacune des industries. Alors, épicerie, bien sûr, boissons, les magasins du coin. Et comme l'agriculture, ce n'est pas juste les fermes, à l'agriculture, foresterie, pêche, etc. En tous les cas, ce sont les marges au niveau des profits de chacune des industries pour voir comment ça change au fil du temps. Alors, les épiceries qui ont été blâmées beaucoup pour les prix plus élevés, bénéficient, oui, de cela. Ils voient des marges un peu plus hauts de 3-4 depuis une couple d'années. Plus à la fin de 2021. Maintenant, ça rebaisse un petit peu en 22. Ceci étant dit, ces marges-là sont plus élevées que 2 qu'on voyait avant la pandémie. Alors, c'est vrai que l'inflation était bonne pour les épiceries et ben, les gens jettent plus de rouge à lèvres ou de maquillage, etc., que ça fait monter. Ben, c'est ce que les magasins nous disent, c'est difficile à vérifier, mais on voit que dans l'ensemble, les épiceries font plus d'argent. Les marges sont plus élevées durant la période de post-pandémie qu'ils étaient avant. Au niveau des ouais. Alors, les fabricants de croustilles, ici au milieu, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, les profits avaient monté en 2000. Excuse me, Alors, sorry. je le dis, Would you mind peut-être just ralentir un peu. slowing down a little bit for our French interpretation? OK. Thanks. Et ça, il s'est emballé. Alors, pour les fabricants, les transformateurs d'aliments, la première année de la pandémie en 2020, n'était pas trop pire et était au bout élevé de leur portée de profit. Pas aussi bien durant les 2 dernières années, ça a baissé un peu. C'est pas très bas, bien sûr, mais c'est un peu plus bas. C'est pas aussi clair pour les fabricants, les usines. Les marges de profit ne sont pas tout à fait aussi élevées comparé avant la pandémie. Ce qui est intéressant, ce qui est clair, c'est quand on parle de l'agriculture, les marges ont vraiment chuté. Ce n'était pas à cause de la pandémie comme telle, même si vous voyez le plus bas en 2020, mais c'est une tendance à plus long terme de marge plus faible pour l'agroforesterie, pêche, agriculture, tout ça. Ça n'inclut pas les petits fermiers, là, mais vous voyez qu'en 2017, le haut était. Mais vraiment, ça a chuté depuis ce temps-là. Et depuis 5 ans, ça a été plus bas. Ça a remonté un peu en 21, mais ça a redescendu en 22.
Alors, quand on pense au prix de l'épicerie, et ça vaut la peine de regarder à l'ensemble de la chaîne alimentaire et qui fait l'argent, ou la chaîne d'approvisionnement plutôt. Ce n'est pas les fermiers, ça ne surprend personne. Peut-être jusqu'à un certain point des transformateurs, des aliments, ce n'est pas tout à fait clair, mais c'est vraiment clair que les épiceries font plus maintenant de l'argent qui rentre que durant la pandémie. Alors, ils disent, ah ben, c'est que leurs marges sont faibles. Et, ils disent que ce qu'ils gagnent comme profit, ça peut être vrai, oui, il n'y a pas grand marge, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de profit. Alors, vous voyez ici, si tu doubles la marge, ben, tu gardes plus d'argent. Je l'ai parlé plus tôt que l'inflation, ce n'est pas une perte universelle. C'est de mesurer les conflits entre les industries. On voit cela. On voit quand on parle de Frito-Lay, Loblaws et tout cela, la chicane qu'ils ont eue en 2022, Frito-Lay, Loblaws a retiré Frito-Lay de ses tablettes parce qu'il voulait garder plus des prix plus élevés et les passer aux consommateurs. Et Frito-Lay voulait garder les prix plus élevés. Alors, c'est le genre de conflits qu'on voit dans l'inflation. Qui garde tous ces extra dollars-là? Et c'est certainement pas les fermiers. Dans une interview de semaine passée, où une partie du blâme pour les prix plus élevés était mise sur le dos des fermiers à cause de la gestion de l'offre. Il y avait une grosse demande dans les prix obligatoires pour le lait et les œufs. Alors, on blâmait les fermiers. On voulait blâmer les fermiers. Mais, comme je dis au reporter, c'est en fait une des rares instances où une petite augmentation dans l'épicerie a fini un peu plus d'argent dans la poche des fermiers. Et même à cela, ce n'est pas tout à fait clair que les fermiers ont vraiment pu garder un peu plus d'argent parce que la chaîne d'approvisionnement alimentaire, elle n'inclut pas l'énergie, le coût du diesel pour le transport, l'équipement et tout cela. Et aussi d'autres intrants cruciaux pour l'agriculture. Et ça, ce n'est pas saisi dans le tableau ici. Alors, même s'il y a eu une petite augmentation pour les œufs et le lait dans la gestion de l'offre, ce n'est pas clair que les fermiers en auraient profité parce que les intrants sont plus dispendieux. Mais peut-être c'est là où les fermiers pourraient en bénéficier un peu du prix des aliments sur la tablette, mais définitivement pas dans l'ensemble. S'il y a quelqu'un qui bénéficie, c'est vraiment les épiceries ici. La grosse question, quand je regardais où les dollars d'inflation s'en vont, ça pourrait aller à des salaires plus élevés. C'est un endroit où ça pourrait aller, comme pour le prix pour fabriquer les croustilles, les patates chips, et les gens demandent une augmentation de salaire. S'il leur est attribué, ça peut augmenter. Mais la Banque du Canada met l'accent, c'est les travailleurs qui causent l'inflation. Ils veulent utiliser ça comme justification pour justifier des augmentations. Alors, salaire, etc. Et ils mentionnent toujours, c'est un thème qui est constamment répété, mais on ne regarde pas combien des dollars sont allés dans les profits du secteur des corporations. Donc, cette figure ici, on essaie de montrer comment séparer ces dollars extra-là qu'on paye pour les mêmes biens qu'on aurait achetés 2 ans passés. Où ça va?
Et ce qui est clair dans le secteur des corporations, vous voyez que la grosse partie de la tarte va aux industries. Il y en a une partie qui va à la compensation en matière de salaire parce qu'ils ont augmenté, mais il y a des gens qui sont il y a plus de gens embauchés et il y a aussi qui va dans les autres coûts financiers. Si on ne regarde pas ces différents secteurs-là, si on regarde juste le prix final, on ne voit pas où l'argent va. On sait que les prix montent, mais on ne sait pas où l'argent s'en va. Alors, la recherche que je faisais, pour être encore plus spécifique, et on peut regarder secteur par secteur de tous les dollars additionnels qu'on dépense, aller jusqu'en descendant la chaîne d'approvisionnement dans l'économie canadienne, pas seulement en bout de ligne pour les consommateurs, mais entreprises, des fermes, où est-ce que l'argent additionnel s'en va dans l'économie, quand on regarde ça par secteur. Et ce qui est pas mal clair, c'est les 4 secteurs d'en haut ils vont convertir environ de la moitié, euh, euh, chaque dollar d'inflation qu'on paye, eux autres convertissent ça en profit. Donc, presque la moitié de chaque dollar qu'on dépense en tant que fermier, individu, c'est converti en profit. Alors, tu as les mines, pétrole, fabrication. Encore là, ça inclut le raffinage du pétrole. Encore là. Ensuite, tu as les finances et l'assurance, les compagnies, et aussi l'industrie de l'immobilier. Donc, les raisons pourquoi ces argents-là sont si concentrés dans ces secteurs-là, c'est pourquoi l'inflation a commencé en premier lieu. La guerre en Ukraine, gasoline, diesel dans le sud des États-Unis, voulait dire les coûts ont monté en flèche. Maintenant, le diesel a remonté, a redescendu, mais il est quand même plus élevé, comme on compare avec la gasoline qui a baissé beaucoup plus. Ce que ça montre, c'est que les profits, les bienfaits de l'inflation, c'est quand même concentré. Les deux premiers, c'est plus au niveau du pétrole. Les deux autres, c'est causé à cause de la pandémie surtout. Les taux plus faibles d'intérêt et les propriétés immobilières, les gens ont quitté les centres-villes pour s'en aller trouver plus d'espace en campagne. Il y avait plus d'espace durant les fermetures durant la pandémie. Le pourpre, c'est le profit. Le bleu, c'est la compensation pour les travailleurs. Vous voyez ici, mines, pétrole, gaz, c'était des profits. Ce n'est pas comme si les travailleurs du pétrole ont fait beaucoup plus d'argent. Presque tout l'argent était des profits. Un peu plus mélangé au niveau de la fabrication, de manufacture, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de profits. Et si on regarde à l'agriculture en bas, foresterie, pêche et la chasse, vous voyez la catégorie, c'est qu'ils n'ont rien ajouté au prix des biens. En fait, de tout l'argent d'extra qu'on paye de l'économie, il n'y a rien qui a fini dans les poches de ces secteurs-là. En fait, les profits ont en fait diminué un peu quand on ajuste pour l'inflation. Donc, c'est quelque chose qu'on voit rarement et c'est rarement raconté. Ça ne va pas dans les mains des fermiers, dans quelques industries concentrées. Alors, quand on paye plus pour le diesel, par exemple, c'est de l'inflation. C'est un coût pour vous plus élevé en tant que fermier, mais ça va dans des profits records dans le raffinage, l'extraction du pétrole.
Et ce qui est clair, c'est qu'encore là, l'inflation n'est pas mauvaise pour tout le monde, mais comme on voit, c'est très bon. C'est un gros boom pour certaines industries spécifiques. Aussi, vous voyez, pour les épiceries, ce n'est pas très détaillé ici. Et le montant d'inflation, combien d'inflation vont aux compagnies d'épicerie. C'est alors dans la catégorie de la vente au détail, il y a un peu plus de compensation pour les travailleurs. Mais vous voyez, vous payez peut-être 30 de plus pour le brocoli et ça suit ces choses-là et ça le répartit selon la chaîne d'approvisionnement. Quel est le coût des revenus pour les fermiers? Parce que pour les fermiers, le diesel a monté, tout cela. Alors, on peut voir tous les biens et services. C'est ça, on voit que les profits vont dans le secteur pétrolier surtout. Et la deuxième partie de la présentation, alors, les augmentations des taux d'intérêt. Alors, c'est pourquoi. Alors, les taux d'inflation, 5, 6, 7 on peut supposer que c'est surtout de manière égale, mais les taux d'intérêt, comme une réponse à l'inflation, va réduire le coût de tout au même niveau, mais ce n'est pas du tout le cas. L'inflation, c'est une moyenne de la montée des prix. Il y a certains qui montent plus, certains qui montent moins. Alors, au niveau, on a vu l'augmentation, on voit l'augmentation, le prix pour le grain, les céréales, les pâtes, les pâtisseries, boulangeries, etc. C'est là où on voit plus d'augmentation, beaucoup plus que les 5 qu'on nous dit à la TV. Alors, quand on pense à l'augmentation des taux d'intérêt, l'idée, c'est d'essayer de diminuer l'inflation. Si certains biens sont plus dispendieux, tu vas moins dépenser sur d'autres biens et services et que ça va diminuer la pression en matière d'inflation. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Banque du Canada a étudié ceci en 2018. Ils ont publié un des meilleurs estimés de l'impact des taux d'intérêt sur différentes catégories. Donc, on pense que les taux d'intérêt vont affecter de manière égale tous les aspects, que ça va ajuster, ça va faire, mais ce n'est pas tout vrai. L'impact des taux d'intérêt est très concentré dans certains secteurs et vous pouvez voir ici ces secteurs-là. Vous voyez, si on commence les estimations de la Banque du Canada, 4 depuis mars, les types de changements auxquels on pourrait s'attendre dans certaines catégories. Les plus gros changements sont du côté immobilier. Ce n'est pas une surprise. Alors, c'est une prédiction. La construction de nouveaux domiciles, alors transferts, achats immobiliers, etc. Il y a un gros impact là au niveau de l'augmentation. Il y a d'autres secteurs, comme par exemple les choses achetées à crédit, comme par exemple les voitures, les véhicules, les résidences. Et pour les autres choses où vous n'avez pas besoin d'un emprunt pour acheter, comme les boissons, l'alcool, tout ça, il n'y a pas d'impact. Alors, on s'attendra qu'il n'y a pas d'impact sur les prix de la nourriture parce qu'on n'achète pas, on ne va pas à la banque normalement pour emprunter de l'argent pour acheter de l'épicerie. Et là, ailleurs, dans le bas, on s'attendra à de plus gros impacts. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, relié à l'immobilier, selon la Banque du Canada, bien sûr,
Ce qui manque ici, c'est les coûts d'hypothèque qui montent en flèche, les coûts d'hypothèque, l'emprunt et d'autres intérêts que vous payez sur les emprunts. Ça aussi, ça monte en flèche. Et des loyers qui ne sont pas là, mais qui eux aussi ont monté en flèche. Et c'est parce que au fur et à mesure qu'on augmente les taux d'intérêt, on augmente l'hypothèque si vous avez un domicile. Mais si votre propriétaire, leurs coûts ont monté, bien alors ils vont faire augmenter les taux d'intérêt pour emprunter. Et ça, c'est souvent exclu de l'analyse de la relation entre l'inflation et comment les taux d'intérêt vont affecter l'inflation. Alors, si on regarde certains de ces aspects-là en plus grand détail, on trouve un portrait qui n'est pas intuitif de voir comment les taux d'intérêt vont fonctionner. Quand on voit le taux d'index pour les consommateurs, il y en a qui va affecter plus que d'autres, comme le prix des maisons et les coûts pour l'immobilier. Alors, les taux d'intérêt montent, le prix des maisons va descendre et le coût, en fait, pour l'immobilier descend, si je comprends bien. Vous voyez le bleu et le vert. Il y a deux autres pièces qui sont très reliées dans l'autre direction. Alors, les hypothèques et les loyers. Donc, au fur et à mesure que la Banque du Canada monte les taux d'intérêt, ils vont payer beaucoup plus pour l'hypothèque. Et l'autre aspect, les loyers, bien sûr. Les loyers vont monter rapidement avec l'augmentation du taux d'intérêt pour une couple de raisons. Les propriétaires passent leurs coûts plus élevés aux locataires, mais aussi les gens qui vont louer et qui veulent acheter pourront probablement pas acheter parce que les taux d'hypothèque sont plus élevés. Ils vont continuer à louer plus longtemps, et ce qui met plus de pression sur ce marché-là. Donc, deux facteurs qui vont dans une direction, deux facteurs qui vont dans l'autre direction. Donc, la nourriture n'est pas là parce qu'il est très peu relié au taux d'intérêt. On ne s'attendrait pas que la montée par la Banque du Canada aurait un effet là. Donc, deux facteurs, les taux d'intérêt montent, fait baisser le prix des maisons, mais ça fait monter les taux pour l'hypothèque. Alors, ça fait monter le coût des loyers et des hypothèques. Et ça fait partie également de l'index de l'inflation. Alors, donc, si on fait des moyennes pour l'ensemble, vous voyez ici, alors le rouge, c'est l'impact de l'inflation. Quand les taux ont monté, tout allait dans la bonne direction. Le prix des maisons descendait et on voit la tendance jusqu'en septembre. La balance est en faveur de ce que voulait la Banque du Canada. Mais depuis septembre et depuis l'automne, ça va dans la mauvaise direction. Ça, c'est la Banque du Canada qui augmente l'inflation à cause des loyers et de l'hypothèque monte plus vite que la vitesse de la descente des prix des maisons. Alors, on voit ici février, ça a descendu un peu. Alors, ce que Banque l'a fait maintenant n'a pas les résultats escomptés, qui étaient de faire descendre l'inflation dans les secteurs où on le voulait. Donc, alors, depuis septembre,
Donc, ça, c'est un portrait de l'ensemble de l'économie. Alors, alors, un peu d'agriculture qui est mêlée là-dedans. Mais je veux mettre l'accent maintenant sur les dettes agricoles des fermes, des fermiers, à cause de ces taux d'intérêt plus élevés. Donc, il y avait eu un changement assez substantiel qui retient les dettes agricoles des fermes. Si on regarde 2000, l'an 2000, on voit qu'environ presque la moitié des dettes, c'était les banques à Chartres qui avaient ça. Et les autres s'étaient séparés de l'autre moitié, le gouvernement fédéral, les agences. Ça, ce n'est pas, c'est pas juste Crédit agricole Canada, mais surtout, ensuite, on voit les agences provinciales. On peut voir les caisses populaires en bleu, environ un quart des dettes agricoles, avec des compagnies, des individus là-dedans, 20 Une bonne partie de la tarte n'a pas changé beaucoup depuis 20 ans. Ce qui a changé beaucoup, c'était la différence entre les banques et Crédit agricole Canada. Et, et les agences provinciales. Donc, un gros changement qui s'est éloigné des banques à Chartres, mais plus vers Crédit agricole Canada, mais aussi moins les agences provinciales. Encore là, au bienfait de Crédit agricole Canada. Les autres prix n'ont pas changé beaucoup. Une petite diminution là. Je ne sais pas quel est l'arrangement, mais on a vu un peu de diminution là. Les caisses populaires, pas mal légales. La raison pour laquelle je mentionne cela, c'est peut-être, c'est pas clair encore, peut-être que c'est un peu d'isolation des fermiers contre l'inflation, en notant que les dettes n'étaient pas retenues par les banques à Chartres. Les banques ne sont pas là pour servir les fermiers, les autres, c'est des profits. Comparé à Crédit agricole Canada, qui est peut-être un petit peu moins corporatif et qui regarde un peu plus l'intérêt des fermiers. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement vrai, mais c'est une possibilité. Donc, on espère que ça pourrait être un peu positif. Ceci étant dit, le Crédit agricole ne va pas protéger les fermes contre les taux d'intérêt plus élevés. Peut-être que l'augmentation ne sera pas aussi haute qu'avec les banques, mais ces taux d'intérêt plus élevés vont définitivement affecter les fermes. Alors, voici par catégorie quel est le changement relatif depuis 2000 à 2021 et qui détient les dettes avec les données les plus récentes. Donc, alors, grosse diminution de se fier sur les banques compensée par les agences du gouvernement fédéral. Des petits changements dans les autres catégories, mais c'est là qu'on voit le gros portrait là, de ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, à savoir qui détient la dette. Alors, mais c'est la moyenne à travers le pays, c'est très différent, dépendamment d'où est-ce qu'on se trouve. Par exemple, dans les maritimes, c'est l'opposé. Alors, si vous êtes fermier agricole, votre dette est passée des agences gouvernementales qui pourraient être fédérales ou provinciales, puis c'est allé surtout aux banques à Chartres. Alors, donc, il y a un gros changement dans 3 des provinces atlantiques maritimes et c'est maintenant les banques qui détiennent ces dettes-là et moins les agences gouvernementales. Comme Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse, c'est surtout dû aux agences gouvernementales qui ne tiennent plus de dettes. Donc, les fermiers ont dû aller ailleurs.
et qui sont allés soit aux banques et même quand il s'agit des agences fédérales à Terre-Neuve, Labrador et Nouveau-Brunswick, il y a eu une grosse diminution du montant de dette détenu par le provincial, mais en faveur des grosses banques. Les caisses populaires sont ici. Vous voyez que ça n'a pas changé beaucoup. Au maritime. Dans les provinces centrales, Québec, Ontario, c'est plus en ligne de ce qu'on disait auparavant. On s'éloigne des grosses banques plus vers le Crédit agricole Canada, peut-être moins au Québec, mais plus en Ontario, un plus grand changement là. Les caisses populaires, c'est un peu mélangé en Ontario. Une diminution dans les grosses banques et peut-être passer aux caisses populaires. Et les gens ici en bleu, un peu l'envers au Québec. Et si on regarde les prairies de la Colombie-Britannique, c'est plus en ligne avec le portrait, le tableau national. Vous voyez les grosses augmentations, une grande augmentation qui s'en va au Crédit agricole, surtout en Colombie-Britannique, peut-être moins au Manitoba. Mais c'est un gros changement, presque un quart de la dette qui a changé, qui est sorti des banques, qui est allé vers le Crédit agricole Canada et la province. C'est d'autres grosses catégories. Chacune des provinces est demeurée à peu près non changée depuis une vingtaine d'années. Des petits changements, mais très peu. Alors, on espère que ça veut dire qu'il y a un peu plus de protection pour les fermiers, des grosses augmentations des taux d'intérêt. Il y en a qui sont plus au courant que moi, mais c'est un peu positif là, quand on va dans une période de taux d'intérêt plus élevé. Pour l'agrégat des dettes, au fil des années, le revenu habituellement monte aussi. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est le montant de la dette qui est détenue pour chaque dollar en cash de revenu qui vient aux fermes avant les dépenses. Donc, si tu enlèves les dépenses d'opération et d'exploitation, quelle est la dette comparée aux revenus? Et on voit une tendance en montant. Les fermiers ont plus de dettes maintenant. Le plus élevé est en 2019, où les fermiers avaient presque $1 en 75 en dette pour chaque dollar de revenu qu'ils recevaient. Alors, avant les dépenses, les taxes, c'était juste le revenu brut. Donc, $1,75 en dette pour chaque dollar qu'ils avaient. Ça a redescendu un peu. Les revenus ont monté un peu depuis 2019, mais c'est quand même assez élevé. Alors, historiquement, il y a une tendance à la hausse. Donc, en allant en 2022, l'année où les taux d'intérêt ont augmenté de 4 points. Donc, il y a une tendance à long terme qui va avoir plus de dettes pour le même montant de revenus pour les fermiers en général. C'est très préoccupant. Ce n'est pas la faute des fermiers. Et les banques vont encourager cela. Venez venez chercher un emprunt et tout cela. Le résultat, c'est que les dettes sont plus élevées. Alors, on voyait des taux d'intérêt plus élevés qu'on a vus depuis une décennie ou deux. Alors, ça, c'est de la dette. Ça n'a rien à voir avec le taux d'intérêt. Ça, c'est purement de la dette ici qu'on voit. Et si les taux d'intérêt étaient pareils, ce serait pas si mal, mais
Alors, voici le portrait de qu'est-ce que ça représente ici. Vous voyez les taux d'intérêt moyens sur les nouvelles entreprises. On s'en remonte à 2013, une dizaine d'années passées. Vous voyez, c'est pas surprenant, les nouvelles entreprises. Alors, c'était à peu près la même chose, un petit peu plus élevé en 2018-2019, plus bas durant la pandémie. Mais là, on voit ensuite cette montée en flèche. Et c'est ça la nouvelle normale, presque 7 presque le double du taux d'intérêt qu'on voyait auparavant. Alors, si on remonte en 2013, oui, les taux d'intérêt étaient plus bas et la dette était plus basse, si on compare entre les deux. Vous voyez, 2013, la dette était beaucoup plus basse, le taux d'intérêt aussi, et c'était plus facile que quand on se trouve ici, et que donc un plus gros montant de dette comparé aux revenus. Et c'est ce que subissent les fermiers maintenant. Alors, ça, c'est pour les fermiers. Pour les nouvelles entreprises, alors ça représente pas mal la même chose que les fermiers, disons. Donc, c'est un double mauvais coup pour les fermiers qui ne bénéficient pas de l'inflation parce que l'argent va ailleurs, ou les compagnies d'énergie, etc. Alors, ils se font un peu, ils sont pris dans l'étau et ils ne voient pas les bienfaits de l'inflation comparés aux grosses corporations. C'est eux autres qui perdent. Donc, on a entré cette crise-là avec une charge de dette plus élevée que la normale, d'ailleurs, sans un revenu plus élevé, et donc plus de dettes et des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Alors, les autres ne vont pas bénéficier des taux d'intérêt plus élevés. Les taux d'intérêt, comme par exemple le prix du loyer des maisons, tout ça, ça ne va pas sauver de l'argent aux fermiers, cela. Donc, c'est comme un carrefour de mauvaises circonstances pour les fermiers. Alors, c'est ce que j'ai pour ma présentation. Alors, je vais arrêter là et ouvrir ça aux questions et à vos commentaires pour expliquer certaines de ces tendances-là et qu'est-ce que ça veut dire, cette confluence-là. Merci, David.